Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'un tout nouveau concours Instant Gaming est disponible en description. Pour participer, c'est très simple, vous cliquez sur le lien, vous rentrez le jeu vidéo de votre choix parmi une large sélection et vous croisez les doigts. Rien de plus simple. Si vous souhaitez nous soutenir, je vous invite également à faire un petit tour sur notre page Patreon pour nous financer directement et profiter d'avantages comme des podcasts exclusifs ou les vidéos un petit peu en avance, sans sponsor et sans publicité YouTube 100% garantie. Merci à toutes celles et ceux qui donnent déjà au Patreon. Pensez encore une fois au concours Instant Gaming et bonne vidéo. Le jeu vidéo, ça peut rendre accro. Et certains font même en sorte de pousser le vice le plus loin possible. Je ne vous apprends rien, ce sont des discussions que je me vois avoir eues sur le net depuis déjà une bonne quinzaine d'années. On se souviendra tout particulièrement du premier épisode de Merci Dorian sur le sujet, qui critiquait les jeux vidéo Facebook et leur tendance à vouloir vous faire rester sur des Farmsville par le biais d'algorithmes ultra précis qui calculent votre frustration potentielle idéale avant de vous récompenser juste ce qu'il faut pour libérer dans votre cerveau cette sacro-sainte dopamine. En 15 ans, ces algorithmes-là n'ont pas disparu. Ils se sont fondus dans la masse et intègrent une multitude de jeux sans qu'il n'ait parfois d'intention particulière derrière, autre en tout cas que celle de vous maintenir sur un jeu. C'est juste le modèle d'aujourd'hui. Dans une industrie qui pousse à une sortie de jeu exponentielle, ce qui va te démarquer des autres, c'est ta propension à pouvoir faire rester tes joueurs longtemps ou non. Et cette normalisation des mécanismes de l'addiction, couplée à une monétisation outrancière, elle n'intéresse pas que des youtubeurs sandwich comme moi. Vous savez, se promptent à se saisir d'un sujet pour le clic alors qu'ils font pas mieux. MDR, l'hypocrisie, regardez, il fait des sponsors Genshin Impact, je suis très intelligent. C'est aussi et surtout des questions que se posent enfin nos eurodéputés, qui mettent depuis quelques mois régulièrement sur la table des discussions cette problématique. Le 18 janvier 2023, un tout nouveau rapport d'initiative sur le jeu vidéo a donc été signé, un rapport bien argumenté, bien documenté et assez relativement en phase avec l'évolution de l'industrie qui met en avant la nécessité de réglementer certaines pratiques de studio avec en filigrane la question d'interdire les lootbox pour mieux protéger les consommateurs et les consommatrices. Bonjour vous, je vous ai préparé une liste de 4 jeux vidéo prédateurs, tous modernes, qui vont du plus sympathique au plus problématique, entre guillemets, enfin celui qui pousse le bouchon le plus loin on va dire. Pensez à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, ou nous laisser un petit commentaire gentil parce que ça fait toujours plaisir les commentaires gentils. Ah et attendez, j'oublie quelque chose, il faut que je prévienne un petit peu avant toute chose. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire si ces méthodes fonctionnent ou non. Je me doute bien qu'en commentaire, j'aurai une avalanche de personnes qui vont me dire moi j'ai jamais dépensé jamais d'argent, c'est facile de s'amuser quand même, vous savez. Le but ici, c'est de parler surtout des méthodes. Et de toute manière, si ces jeux sont là, c'est que ces méthodes, elles fonctionnent. Vampire Survivors veut votre temps à 100%. Ce jeu est une drogue dure. Ça, c'est le titre du premier essai de MrMV sur Vampire Survivors. Et c'est aussi comme ça que nous avons titré notre podcast exclusif sur le jeu disponible uniquement sur Patreon. Quoi ? Vous seriez en train de me dire que j'ai pas le droit de jouer la prédation sur des vidéos qui traitent de prédateurs ? Et c'est rigolo, parce que c'est effectivement le qualificatif qui colle le mieux au jeu. Et on blague beaucoup, parce que waouh. Et c'est assez fou de voir comment est-ce que, même sans le vouloir en fait, on y retourne. Et comment est-ce que Vampire Survivors nous maintient dans une forme de jeu vidéo forcé. Mais fort heureusement, il ne coûte pas cher, il est gratuit sur mobile et ne comporte aucune microtransaction. Aïe 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 aïe, ambiance macabre, toi je t'aime pas. Non je rigole. Non je rigole pas. Jeu vidéo indépendant développé par Lucas Galante et sorti en octobre, novembre et décembre 2022 sur respectivement PC, Xbox One, Series XS et mobile Android Apple, Vampire Survivors, c'est ce jeu-là. Pas forcément très beau, pas moche non plus. Il a son charme résolument rétro, c'est vrai, avec des sprites très inspirés de Castlevania, et surtout une propension assez grotesque à mettre des petites bouboules qui brillent partout sur l'écran, avec des centaines d'ennemis, des bruits et des informations à rechercher absolument partout.
Vous incarnez un personnage qui se fait assaillir par des vagues d'ennemis et devez survivre 31 minutes en vous confectionnant un build à partir des items qui tombent au sol enfermés dans des coffres laissés par des boss ou obtenus aléatoirement après chaque montée de niveau. Toutes les minutes, les vagues sont de plus en plus difficiles et vont mettre à rude épreuve votre build, pris entre la nécessité de level up rapidement pour survivre et celle de créer la machine à tuer parfaite. De sorte que, même si le gameplay se limite à un simple déplacement, puisque les tirs sont automatiques, l'attention du joueur est constamment réquisitionnée et récompensée. Oh que oui, récompensée par une tonne d'effets visuels et d'effets sonores. Comme ces satanés coffres au contenu vaguement aléatoire dont l'ouverture rappelle ta meilleure machine à sous. Comment ça on dirait un casino? Oh, c'est tout à fait normal, voyons. Avant de se lancer en indé, faut savoir que Lucas Gallant bossait pour un site de casino et s'occupait des graphismes des machines à sous. Il y a donc vraiment rien d'étonnant à retrouver certaines des mécaniques addictives du milieu du casino. Vampire Survivors en est un fils spirituel. De la musique au coffre, en passant par le contenu à débloquer en masse, on a des personnages, des armes bonus, des arcanes ou des conditions de victoire, ou même avec les succès console qui vont pleuvoir pour maintenir votre attention, même en dehors d'une partie de jeu, tout va vous pousser à être micro-récompensé et à booster la production de dopamine de votre cerveau. Sortir de Vampire Survivors, c'est très dur. C'est la nature même de Vampire Survivors, c'est un jeu qui va te pousser à l'échec encore et encore, tout en t'offrant tout juste assez de récompenses pour te captiver, pour te garder en jeu, parce que le but c'est que tu y restes. Puis, après plus de 30 heures de jeu, en 5 jours, tu poses ta manette, tu fais un podcast avec tes copains pour faire une forme de critique à froid du jeu et tu te dis que... heureusement qu'il n'y a rien à payer. Pas de microtransactions, pas de cosmétiques, pas de battle pass, juste le jeu et son DLC qui double le contenu pour le même prix dérisoire de 3€. Moi de toute manière, j'ai un gros cerveau, j'ai vu les trappes au sol, on ne pourra pas m'avoir. Enfin, c'est ce que je crois. Si j'ai autant joué, c'est que je me suis fait prendre en bonne et due forme, figurez-vous. Inoffensif il l'est, parce que techniquement, il n'y a pas de conséquences. Vampire Survivors m'a surtout fait ressentir un énorme vertige. Bah oui, la prédation dans les jeux vidéo, ça existe. Je ne suis pas surhumain et rien, absolument rien, ne me garantit que j'aurais pu engager plus que quelques heures dans cette spirale, et heureusement que le jeu a une fin. Un jeu à classer donc dans ceux qui sont préventifs, c'est vrai, je dirais donc... Merci Vampire Survivors, c'est gentil, mais après coup vraiment, tu me fais flipper. Marvel's Midnight Sun réclame votre temps et pourquoi pas votre argent si vous êtes chaud. On a là un gros jeu de décembre 2022 qui malheureusement ne s'est pas très bien vendu pour 2K Games, et ce pour tout un tas de raisons, parfois un petit peu alambiquées. Pas des masses de communication, ça n'aide pas. Concept compliqué à faire comprendre et à montrer en vidéo, ça non plus, ça aide pas des masses. Peut-être qu'aussi le traumatisme Marvel's Avengers par Square Enix n'a pas aidé non plus. Étonnant ce point-là, cela dit en passant, il a suffi, d'un seul jeu pour rendre méfiant les productions Marvel qui lui ont emboîté le pas, alors qu'ils n'avaient rien à voir. Pourtant, Marvel's Midnight Suns, c'est un excellent jeu. Et je pèse mes mots, il est extrêmement bien réussi, orchestré par des développeurs de talent qui maîtrisent leur sujet et qui savent très très bien comment vous faire rester un tour de plus. C'est développé par Firaxis. Mais si, vous savez, on en a déjà parlé dans notre vidéo sur la guerre la plus longue du jeu vidéo. Ce sont eux les responsables de Civilization, qui auraient pu tout à fait rentrer dans cette vidéo, soyons honnêtes. Mais ce sont aussi les développeurs de XCOM, qui auraient pu tout à fait rentrer dans cette vidéo, soyons honnêtes. Et c'est fou à quel point Marvel's Midnight Suns est une synthèse de ces deux jeux, avec plus de XCOM dans son ADN, certes, mais avec un soupçon de One More Turn à la Civilisation. Marvel's Midnight Suns vous met dans la peau de Hunter, un héros ou une héroïne créé pour l'occasion qui doit poursuivre son combat contre sa mère, la super vilaine du titre.
On se retrouve entouré de plein de héros Marvel, tous tirés non pas des films, mais essentiellement de leurs pendants comics, avec lesquels on va partir en mission dans des combats au tour par tour, des placements libres, et dont les compétences de chacun de vos héros sont représentées sous forme de cartes à piocher. Des cartes qu'il vous faudra améliorer via un système de craft. Toutes les activités que vous allez faire dans le jeu vous permettent de débloquer de nouvelles cartes, que cela soit en obtenant des artefacts ou en faisant des combats avec le maximum de personnages. Amener un personnage en combat signifie que vous allez forcément débloquer une nouvelle carte pour votre deck. Enfin, pour le deck de votre personnage, parce qu'il y a un deck par personnage. Le système de combat est donc furieusement addictif. Pour peu que la gestion de la RNG, ça soit votre truc, on n'est jamais à l'abri d'une bonne, voire d'une très mauvaise surprise, et Marvel's Midnight Sun sait très bien jouer avec vos espoirs comme un maestro. Mais il ne s'arrête pas là. Puisque entre chaque mission, vous aurez l'opportunité d'aller dans un abbaye où traînent tous vos super-héros. Ils y vivent, vaquent à leurs occupations et attendent gentiment que vous veniez taper une bavette avec eux. On a Tony Stark qui vous attend pour une soirée jeux vidéo, Peter Parker qui est là pour un petit peu de bricolage, Blade lui, il veut vous parler de ses états d'âme. Les occasions de tisser les liens avec eux ne manquent pas et sont toujours récompensées par des bonus, des points de relation qui renforcent la puissance globale de toute votre équipe. Maintenant, j'aimerais que vous compiliez toutes ces informations en une seule. On a là un système de combat solide qui va pousser à établir des stratégies efficaces, mêlant le pragmatisme d'un tactical avec l'adrénaline de l'aléatoire pour des affrontements qui durent entre 10 et 30 minutes en fonction de la difficulté. Couplé à des moments de pause pendant lesquels tu suis ta meilleure telenovelas avec toujours quelque chose à débloquer et toujours de nouvelles réactions inattendues de tes super-héros préférés. Et il y a même un chat, un réseau social de super-héros avec tous les derniers potins. Et tout ça, évidemment, c'est récompensé bien généreusement. Une formidable routine qui se met en place le plus naturellement possible, de sorte que c'est assez compliqué de décrocher sans avoir fait une pleine session de jeu. Ah, ils ne sont pas rares les moments où t'es là, tu bottes les fesses de Venom, puis hop, retour à l'abbaye, Captain Marvel veut se mater un film avec toi, et tu te dis, bah chouette, ça a rendu ma team super forte. Et si j'allais essayer ça sur une autre mission? Tu vas te coucher dans le jeu, hein, tu commences une nouvelle journée, tu lances une nouvelle mission, et là, nouvelle carte et nouveau personnage débloqué. Tiens, je me demande comment je peux bien m'entendre avec mon nouveau super pote Captain America. Tu récupères de nouveaux pouvoirs que tu vas t'empresser d'essayer et... ah bah ça y est. Merci Itachi, tu m'as bien eu, je suis dans ton genjutsu. C'est juste démoniaque la manière dont le jeu parvient constamment à te faire rester dessus avec une précision d'horloger. Je n'arrive pas à faire de session de jeu de moins de 3 heures et je me sens parfois si mal de partir trop longtemps. Là où c'est traître, c'est que c'est typiquement le genre de jeu où, comme le nouveau contenu est au cœur de ton addiction, ouais, tu sens bien que si tu n'as pas le Season Pass, tu vas rater quelque chose. En plus, vous avez vu, c'est Deadpool qui va arriver. Oh là 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 là, comment ça doit être trop cool à l'abbaye avec lui là, genre les bonnes sessions piscine après un bon entraînement. Non mais vous comprenez le délire. Je suis désolé, mais vraiment, Marvel's Midnight Sun, c'est un prédateur. Il est là, en embuscade, à n'importe quel moment, il s'en prend à ta vie sociale et à ton portefeuille. Heureusement qu'il ne le fait pas aussi régulièrement, parce que ça pourrait très très vite mal tourner. Diablo Immortal. C'est cool en casu, Diablo, mais si tu veux aller plus loin, il va falloir raquer. Montrons patte blanche, Diablo du 1 jusqu'au 3 de base, c'est addictif. C'est l'ADN du jeu qui veut ça, de te faire jouer un temps indécent. Le premier Diablo, sorti en 1997, était déjà un gouffre à temps tellement la sauce à base de donjons, de bastons et de loot, mais ça prenait juste tellement bien. C'est d'ailleurs le point de départ du projet Diablo, des développeurs qui n'aimaient que la bagarre et les loots dans leur partie de Donjons et Dragons. Certains disent que c'est aller à l'essentiel. Moi, je trouve que c'est ne pas avoir compris Donjons et Dragons, mais chacun voit midi à sa porte. Enfin, toujours est-il que ça marche bien. Diablo 2 sera très certainement le summum de la formule, puis est venu Diablo 3, qui est très cool, j'ai passé beaucoup de temps dessus. On est plus sur une tendance de Blizzard à vouloir Warcraftiser sa direction artistique, que je n'ai pas trouvé si dérangeante que ça personnellement, mais dans le fond, l'ADN reste le même. C'est ultra satisfaisant de taper des trucs et de récupérer du loot balèze pour taper des machins encore plus balèzes ad vitam aeternam. Sauf que ce qui avait vraiment changé, c'est que Blizzard en avait conscience et que dès Diablo 3, ils ont essayé de monétiser ce cœur de gameplay.
Est-ce que vous vous souvenez du hall de vente de Diablo 3 ? C'était une aberration qui a vu le jour en cours de route et dans lequel tu pouvais vendre des loots les plus précieux contre du vrai argent. Et acheter ceux dont tu avais besoin, toujours avec du vrai argent, évidemment. Une véritable économie complètement cassée qui ne restera pas longtemps, mais qui laissera des stigmates bien visibles. Peu importe, Blizzard a compris que les joueurs passaient du temps sur Diablo et que certains étaient prêts à payer pour y rester encore plus tant qu'ils avaient la garantie d'avoir un stuff un petit peu meilleur. Puis, en 2018, a été annoncé Diablo Immortal d'une bien belle manière. Je crois que tout le monde s'en souvient. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? No. Qui, avec du recul, n'est jamais que, comme je l'ai laissé sous-entendre, l'intégration de cette révélation à un cœur de jeu résolument tourné vers la monétisation. Le tout orchestré par NetEase, une société bien connue pour, savoir sur le bout des doigts les momentum précis pendant lesquels les joueurs sont susceptibles de dépenser des sous. Diablo Immortal se présente alors comme étant un hack and slash formidablement bien construit, c'est pas le problème, avec sa recette qui fonctionne incroyablement bien, mais sur mobile, jouable en multijoueur, évidemment, et dont l'histoire peut tout à fait être vécue sans débourser un seul centime. Sauf que les joueurs de Diablo, ils le savent, finir le jeu une fois, c'est une formalité. Le vrai jeu, il commence après, quand vient le temps de farmer les monstres aussi vite qu'il n'en faut à Takumi pour courir dans les années 90. Et c'est là que tout le système de monétisation va rentrer en jeu, avec l'assurance de bien frustrer les joueurs, comme il le faut et au bon moment. Normalement, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin du jeu, vous êtes mûr. Hop, retour à ce que je disais précédemment sur la méthode Diablo, et sauf qu'ici, il y aura une option pour multiplier vos options de dropper des items réellement intéressants, qui pourront vous donner une chance contre les autres adversaires en PvP. Ça passe par des failles ancestrales, que tout le monde peut faire, c'est pas le souci encore une fois, mais dont le placement d'un emblème rare ou légendaire peut drastiquement augmenter le taux de drop des équipements et des gemmes légendaires. Des gemmes qui augmentent grandement les statistiques de votre personnage et peuvent leur donner des attributs uniques. Diablo Immortal est donc un jeu très addictif qui attend que vous ayez un certain niveau d'engagement pour dégainer son meilleur système de monétisation en jouant sur la frustration existant entre les joueurs qui payent et ceux qui ne paient pas. Que cela soit en PvP ou en PvE, ça me semble évident que tu finis par envier celui qui loot plus en moins de temps que toi. Et bien évidemment, le hall de vente d'objets in-game est de retour. Fort heureusement, le jeu étant extrêmement populaire, des communautés entières de joueurs et de joueuses se sont soudées autour de l'idée de ne rien payer. Il fallait au moins ça, parce que il y a dans cette histoire une autre composante prédatrice, la FOMO. Fear of Missing Out, ou peur de rater quelque chose. C'est déjà relativement efficace en solo, quand t'es seul à te buter sur une faille en ayant moins de chances qu'un autre. Elle se retrouve évidemment amplifiée dans ces jeux-là à l'aspect communautaire prégnant. Il suffit d'être dans un groupe actif de joueurs ou de joueuses qui cherchent l'efficacité à tout prix, un éventuel top leader à atteindre, sans regarder à la dépense, et on peut très vite entrer dans un cercle vicieux de se sentir à la traîne par rapport à son groupe avec une certaine forme de pression sociale et tout ce qui l'accompagne. Je ne suis pas contre le free-to-play, évidemment que je ne suis pas contre. Pour qu'un jeu puisse exister, il faut qu'il puisse rapporter de l'argent et faire vivre ceux qui le créent. Mais disons que Diablo Immortal aurait pu, je pense, être tout aussi lucratif, peut-être un petit peu moins, mais quand même rapporter pas mal d'argent sans pousser à ce point son modèle économique dans l'ultime limite. Amour sucré veut ton temps, et ton argent s'il y en a plus. En fait non, ils veulent votre argent dans tous les cas. Amour sucré, c'est un jeu auquel vous n'avez peut-être pas des masses joué parce que vous n'étiez pas la cible, tout simplement. C'est un titre sur navigateur qui reprend complètement tout ce qu'on connaît des Otome Games, soit des jeux plutôt textuels, plutôt destinés au public féminin et plutôt orientés très beaux garçons. Otome, ça veut dire jeune fille. J'ai un regard ému pour Amour sucré, aussi vrai que je retourne périodiquement à un certain let's play. J'admire le talent qu'a Ubimove à passer sous le radar alors qu'il draguait de manière un petit peu sournoise un public jeune et surtout pas très averti. Le premier contact qu'on a eu avec,
c'est la première partie du jeu. La bien nommée High School Life introduit déjà un petit peu tout ce qu'on sait du modèle économique d'Amour Sucré. Tu disposes de 2 ressources, à savoir les Gold et les PA, pour points d'action. Tu dépenses les Gold dans les cosmétiques pour ton avatar, ou même certains objets nécessaires à la progression dans des boutiques in-game, comme n'importe où ailleurs. Les PA, quant à eux, s'envolent à chaque fois que tu parles à quelqu'un, ou même que tu te déplaces dans le jeu de map en map. Le truc, c'est que t'es tout le temps à court de PA. Parfois, on a l'impression que les choses qui peuvent mal tourner vont obligatoirement mal tourner. C'est parce que c'est généralement le cas en fait. Le jeu dans ses premiers épisodes n'est vraiment pas bien foutu. Tout est fait pour que tu claques tes PA plus rapidement que Bunta ne file dans sa Subaru une Preza bleue. Les dialogues qui se répètent et qui ne disent absolument rien, c'est une chose. Par contre, le coup des PNJ qui apparaissent aléatoirement, excusez-moi, mais c'est pas super sympa. Parfois, t'es condamné à faire des allers-retours couloir, salle de classe, dans l'espoir que le bon PNJ apparaisse et lance le bon dialogue, sans lequel tu ne peux pas avancer. Les 2 ressources ont beau être offertes, à chaque connexion journalière, ça reste un peu trop faible pour avancer sereinement. On joue complètement la carte de la fidélisation de l'audience, sous la multiplication des récompenses, comme partout ailleurs, bien sûr. Après High School Life, il y a eu Campus Life, et c'était absolument terrible. Ça a été pour le jeu une mutation du modèle économique. Si on fait une suite avec des personnages plus adultes, pour répondre à un public qui a grandi, on peut tout à fait aussi s'adapter à un pouvoir d'achat plus adulte. Les PA sont partagés entre toutes les sagas. Et bon allez, bref, clin d'œil à la déception du début de Campus Life, c'était bien la peine de draguer Kenta pendant 40 épisodes, si c'est pour le voir disparaître en 3 lignes de texte. C'est complètement gratuit, sans tristesse ni compassion. La construction des épisodes est bien pire qu'avant. Tu passes ton temps à faire la psy de tout le monde, tu crames tes PA encore plus vite dans des échanges qui ne servent pas l'intrigue, tout ça avec beaucoup de meublage. Comprenez par là que les joueuses ont élaboré des techniques pour éviter les bonus, tellement c'était la dèche. Est-ce que vous voulez des chiffres qui font peur maintenant ? Tenez, prenez-les, ça fait plaisir. La plus grosse tatane a très probablement été de faire passer le paiement en PA au dialogue au lieu des déplacements. Parce que concrètement, là où un épisode coûtait entre 200 à 500 PA à finir dans High School Life, tu peux compter entre 1000 et 2000 par épisode pour tout ce qu'il y a après. Non, parce que ça a été conservé de Campus Life jusqu'à Alternate Life. Je me retiens depuis le début de la partie à vous dire qu'on gagne 20 PA par jour en se connectant. Faites donc le calcul. Ça veut dire qu'un épisode à 2000 PA demande 100 jours de connexion ininterrompue. Et surtout ne vous plaignez pas parce que les 20 PA, c'est déjà trop généreux. Avant que les joueuses ne se plaignent, c'était 10 PA par jour. À raison de 100 jours d'économie pour finir un épisode, si tu veux en plier 20, ça te prendra 5 ans de ta vie. Et attention, maintenant si tu loupes une seule option de dialogue, tu peux t'asseoir sur ton illustration. Voire même, on te force à refaire des épisodes entiers pour débloquer ta petite image. Le jeu depuis, il a évolué, mais absolument pas dans le sens de la communauté. J'ai vu le terme « banquer » être utilisé sur les forums officiels pour désigner le fait de payer. Et je peux pas m'empêcher d'y voir un moyen de dédramatiser un truc qui est absolument terrible. Parce que tu peux acheter des PA, bien entendu. Un peu plus d'une dizaine d'euros pour 1000 PA. L'histoire du jeu est produite au fur et à mesure, et sans payer, tu ne peux absolument pas être à jour. À ce stade, l'intégrale des jeux Nitro Plus Chiral vous coûterait beaucoup moins cher. Et vous passeriez un super moment en prime. En tout cas, plus que devant les nouveaux événements qui demandent de s'occuper d'animaux chelous sous la carotte d'un crush que tu ne peux même pas choisir. Excusez-moi, mais une blague dans la boutique avec tout un scénario gratuit à l'ancienne, et tout ça avec des gameplays différents, c'était pas mieux ? Ici, le public visé est composé de personnes qui ne jouent pas très souvent aux jeux vidéo, et qu'on a fidélisé pendant des années. Ah, et bien évidemment, on oublie l'idée d'en suivre un let's play sur YouTube. Si vous croyez que Nintendo était sévère sur YouTube, B-Move a une politique encore plus agressive. Tu te fais strike si jamais tu fais du contenu post-High School Life. Oh, ça rigole zéro. Voilà, c'était rigolo, on a fait un vrai top pour le coup, et je peux même aller checker sur ma liste des choses à faire et à dire... La fin va vous surprendre. Blague à part, ce sujet-là, c'est aussi et surtout un sujet qui me tenait à cœur. Parce que des copains qui ont eu du mal à sortir de leur jeu, figurez-vous que j'en ai eu aussi. Et quand je vois à quel point Vampire Survivors, j'ai eu du mal à en décrocher, je me dis que je ne suis pas intouchable non plus. Si chacun est sensible à sa manière, ça veut surtout dire qu'il existe pour toutes et tous un point de rupture potentiel sur lequel des studios, pas forcément bienveillants d'ailleurs, peuvent appuyer. Et que ce n'est qu'une question de temps avant de tomber sur le
le jeu qui tape dans tout ce qui vous ferait rester. Je vous demande pas de les esquiver comme la peste, loin de là, jouez-y si ça vous fait plaisir, mais faites attention, encore une fois, ce sont tous de bons jeux dans leur catégorie. Seulement peut-être que quelques précautions de base peuvent être prises. Déjà, faire attention au PEGI et éloigner les mineurs de jeux dans lesquels l'argent est régulièrement questionné. Ensuite, pourquoi pas se donner une ligne de conduite et faire attention à ses habitudes de jeu, même sur des jeux qu'on va dire inoffensifs. En gros, comme toute addiction, il faudrait faire en sorte que cette activité de jeu n'ait pas d'impact négatif sur d'autres aspects de votre vie, comme votre vie sociale, votre porte-monnaie ou votre santé tout simplement. Ah oui, même pour des jeux comme Marvel's Midnight Sun, voire même pour n'importe quel jeu vidéo en fait. J'entends que ce soit des blagues et que ce soit rigolo de dire que Vampire Survivors c'est une drogue, sauf que ça l'est réellement dans les faits, et ça le rend moins drôle du coup. Qu'on le veuille ou non, il s'agit d'une activité de base à risque. Ça ne sert à rien d'arroser des plantes en plastique, elles ne pousseront pas. C'était Echo, ciao.